Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Apocritique Ciné. Donc vous voyez, nouveau décor, nouvelle façon de filmer, donc plus en face cam pour que ça fasse moins austère. Et désolé pour la casquette, mais je suis hyper mal peigné, j'ai le cheveu long, faut que j'aille chez le coiffeur, donc ça passe mieux avec à la cam avec la casquette que les cheveux en bataille. Donc je m'excuse. Donc nouveau Apocritique Ciné consacré à un film de Francis Ford Coppola, sorti en 1992 et qui à l'époque avait pas mal défrayé la chronique. Donc pour ceux qui ne l'auront pas reconnu, il s'agit donc de Bram Stoker's Dracula. Donc un film qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir à sa sortie en salle, malgré la polémique que suscitait le film. Alors, chef-d'œuvre ou énième adaptation ratée de l'œuvre de Bram Stoker? Pourquoi le film a déchaîné les chroniques? Eh ben, je vous le dirai dans la partie analyse du film, puisque nous passons immédiatement au synopsis, avec attention des spoilers, donc je mets la petite alerte, et je mettrai le timecode dans ma description, donc il suffit juste de cliquer sur le timecode pour aller directement à la partie analyse du film. Donc, synopsis. Nous sommes en Transylvanie, en 1462, pardon. Le comte Vlad Dracula, donc incarné par Gary Oldman, oui, le même qui fait Gordon dans les Batman, chevalier roumain, part en guerre contre les Turcs en laissant derrière lui sa femme Elisabetta. Donc ces dernières met fin à ses jours lorsqu'elle apprend la fausse nouvelle de la mort de son bien-aimé. Or, le suicide à l'époque est considéré comme un péché mortel par l'Église. Donc la femme Elisabetta est damnée et fou de douleur, Vlad renie l'Église, alors que c'était un croyant à 100%, et déclare vouloir venger la mort de sa princesse damnée à l'aide des pouvoirs obscurs. Il devient alors un vampire et se fait appeler Dracula. 4 siècles plus tard, en 1897, Jonathan Harker, incarné par Kenny Reeves, un jeune clerc de notaire, est envoyé en Transylvanie afin de succéder à son collègue Renfield, devenu fou pour conclure la vente de l'abbaye de Carfax à un mystérieux comte qui n'est autre que Dracula. Au moment de la signature finale de la vente, Dracula découvre un portier de Mina, incarné par Winona Ryder, la fiancée de Harker, semblable en tout point à sa défunte épouse Elisabetta. Dracula décide d'aller la retrouver à Londres et emprisonne Harker. Après avoir rejoint la capitale britannique, il commence par vampiriser la meilleure amie de Mina, Lucy, incarnée par Sally Frost, une jeune allurée libertine, et voyant que la santé de celle-ci décline, ses proches font alors appel au professeur Van Helsing, donc incarné par Anthony Hopkins, un spécialiste de l'occulte, un peu bizarre. Il révèle alors que Lucy est victime d'un vampire, il tue cette dernière, et commence alors à traquer Dracula dans tout l'ombre. De son côté, Harker parvient à s'échapper et à rejoindre Londres. Il se marie alors avec Mila et continue la traque de Dracula. Dracula, de son côté, apprend le mariage entre Mina et Harker. Fou de rage, il vampirise alors Mina et, se voyant acculé par les proches de Mina, il rejoint alors sa Transylvanie. Il est alors traqué par Helsing et son équipe, composée du Texan Quincy P. Morris, incarné par Billy Campbell, du médecin de Mina, le docteur Stewart, incarné par Richard E. Grant, et de Harker lui-même. Alors, avant de s'attaquer au film, revenons sur Dracula et ses nombreuses adaptations. Attends, je remets le petit téléphone dans son axe. Je tire un peu trop sur le fil du micro, excusez-moi. Donc, dangereux et charismatique, Dracula est un personnage qui a hanté le paysage dramatique depuis plus d'un siècle. Bram Stoker a dû se retenir d'ailleurs maintes et maintes fois dans sa tombe depuis la première adaptation de ce roman, Dracula, puisqu'après avoir créé un mythe et rentré dans le domaine public, ça n'a pas que du bon d'être dans le domaine public. Il suffit de voir Mary Shelley et son Frankenstein. L'œuvre de Stoker a servi, sert et servira encore longtemps, malheureusement, d'alibi pour justifier de mauvais films d'horreur. Toutefois, la qualité du résultat fut parfois au rendez-vous, notamment pour ceux qui l'ont vu, le Dracula de 1931, c'est un chef-d'œuvre, même s'il n'est pas fidèle au livre, c'est quand même un chef-d'œuvre. Mais plus souvent, malheureusement, Dracula donne naissance, n'ayons pas peur, à des mots, à des nanars, bons comme mauvais,
Les innombrables films au sujet du plus célèbre des vampires se rejoignent toutefois dans leur penchant à ne jamais respecter l'œuvre originale de Bram Stoker. Donc, Francis Ford Coppola, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu relever ce défi. Adapter le bouquin de Bram Stoker et en faire un film. Alors, il faut savoir qu'à la sortie du film, Dracula avait plutôt du plomb dans l'aile. Donc, on se le vit par les années 80, un peu porté sur la gaudriole, la comédie à la limite du navet. Charlot contre Dracula, pour pas le nommer, Vampire, vous avez dit vampire, etc. Le défi donc était de taille pour redorer l'image de Dracula. Mais les défis, Coppola, il aime ça. Et c'est carrément, faut vraiment être couillu pour le faire, c'est carrément sous le titre de Bram Stoker's Dracula qu'il porta à l'écran sa propre version du livre de Stoker's, dont l'objectif était clair, enterrer toutes les précédentes adaptations. Excusez-moi. Soutenu par un budget conséquent, il se lance alors à bras-le-corps dans son film. Donc le film de Coppola, vous l'aurez compris, raconte le voyage tortueux de Dracula de l'Europe de l'Est au Londres du XIXe siècle. Après des siècles de solitude, le comte prend goût à cette humanité qu'il a lui-même perdue. Bram Stoker est donc dans une chronique de la damnation, et là où Dracula a longtemps été montré comme un monstre, le réalisateur montre cette fois-ci le vampire comme une victime de sa propre malédiction. Et ça, franchement, c'est pas con du tout. La vision que propose Coppola est très stylisée. Elle reste cependant extrêmement fidèle au livre de Bram Stoker. Son approche est unique, mettant donc en avant le peu d'humanité qu'il reste au vampire, son amour brisé, la lourdeur de la condamnation divine qui sera à l'origine du reniement de sa foi, son retranchement du côté des forces des ténèbres, etc. Une histoire totalement originelle dont aucune trace ne figure dans le livre de Stoker. C'est vraiment la propre adaptation de Coppola. Coppola donc fait de cette adaptation encore plus romantique que les romantiques, et il pousse même le vice jusqu'à faire de Mina Harker la réincarnation d'Elisabetta, ce qui ravive de douloureux souvenirs chez le comte qui a traversé des siècles de souvenirs de sa belle. Ça pareil, c'est pas invoqué dans le livre que Elisabetta c'est la réincarnation que Mina pardon est la réincarnation d'Elisabetta. Donc là, l'amour se retrouve aussi au cœur des motivations de Dracula dans l'œuvre de Coppola. Donc, qu'est-ce qui a été reproché au film, allez-vous me dire? Eh bien, les critiques ont reproché à Coppola d'avoir introduit trop d'érotisme dans son film, avec des scènes de sexe très explicites, nuisette vaporeux et transparente, morsures éminemment sexuelles, rêve érotique où on voit Dracula s'étreindre de Mina, etc. Rappelez-vous, on est dans les années 90 et bien qu'on nous rabâche tout le temps, c'était mieux avant. Il faut savoir que même si le film semble à ce jour très soft, à l'époque, il avait été interdit en salle au moins de 16 ans. Alors, imaginez un peu Game of Thrones, c'était sorti en 1992. Alors, il était carrément interdit par le CSA, les amis. Alors, le film était-il une bonne adaptation du livre de Stoker, allez-vous me dire? Eh bien, après avoir lu le film que je possède, la preuve, il est là, je l'ai dans les mains, je l'ai relu. Eh bien, oui et non. Parce que le scénario écrit par James V. Hart est bien assez fidèle à l'œuvre écrite de Bram Stoker. La première partie du film, la partie du film où on voit Harker plutôt, arrive en Transylvanie, c'est ni plus ni moins la lecture du premier chapitre d'Harker. Donc là on se dit c'est pas mal. En revanche, donc, même si c'est si fidèle à l'œuvre de Bram Stoker et construit avec pas mal des clichés des versions cinématographiques, l'une des théories par rapport au livre a été d'introduire une histoire d'amour, comme je dis, entre Dracula et Mina. C'est complètement absent du livre de Stoker. Par contre, le site d'Elisabetta au début du film est inspiré d'une histoire vraie. Car d'après la légende, lors du siège de Poenari, la flamme de Vlad Tepes l'Empaler, qui voulut s'échapper de la forteresse, trouva la mort en tombant de la falaise. Donc en ce sens, le film est plus inspiré d'une réalité historique que de roman. Attention, parce que dans le livre de Bram Stoker, il n'est nullement fait allusion à Vlad Tepes. Donc là, c'est une interprétation. Effectivement, il y a beaucoup qui ont fait la comparaison, que Dracula c'était Vlad Tepes d'une avant, que Stoker s'en était inspiré, mais dans le livre, le Stoker n'en parle jamais. Alors, par ailleurs, Stoker avait fait également Dracula un monstre sans sentiment. Le personnage, lui, évolue considérablement dans le film de Coppola. Il devient victime de sa propre folie, il finit par regretter ses actes, il supplie Mina de lui offrir le repos éternel.
donc de monstres sanguinaires, pardon, Dracula devient victime de l'amour. De plus, le personnage de Mina change également. Dans le roman, elle est victime et ennemie du comte, contrairement au film où elle est la réincarnation de son amour perdu et elle finit par tomber amoureuse de Dracula. Pour finir, Coppola fait de Helsing un manipulateur, ce qui n'est absolument pas le cas dans le bouquin. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, pareil, oui et non. Parce que visuellement, artistiquement parlant, le film est un chef-d'œuvre. Hein. Les costumes sont somptueux, les décors pareils, les effets spéciaux sont tous faits à l'ancienne directement sur le plateau. Ils n'ont pas vieilli du tout, parce que comme c'est des effets spéciaux à l'ancienne, il n'y a pas de 3D, etc. Donc ça a très bien vieilli. Les codes couleurs utilisés sont très intelligents. Donc le bleu pour incarner la traque du vampire, le rouge pour sa vengeance et sa passion. Coppola utilise aussi un montage assez particulier, peut-être un petit peu perturbant hein, quand on le regarde. Donc, il nous plonge dans un univers assez psychédélique et dérangeant. Et ce qui est intelligent, c'est qu'il montre également le sang comme un élément important de la vie, et non comme la mort. Ce qui était le cas en 1992. Hein. Je vous rappelle qu'on est en pleine génération SIDA, et que le sang c'était considéré à l'époque comme la mort, hein. C'était pas comme la vie. Il y a également énormément de références au cinéma d'autrefois dans le film, hein. Il faudrait faire une vidéo complète pour toutes les citer. Mais au-delà de ce chef-d'œuvre graphique, le film, pour moi, c'est une coquille vide. D'ailleurs, c'est pas sans raison que les 3 seuls Oscars que le film a reçus sont ceux du meilleur costume, du meilleur maquillage et des meilleurs effets sonores. Car hormis le jeu d'Anthony Hopkins en Van Helsing dérangeant et manipulateur, l'excellent Gary Oldman en Dracula et l'érotisme exacerbé de Winona Ryder, les autres acteurs ils sont un petit peu fans. Hein. Keanu Reeves incarne un Darker pas du tout convaincant. Hein. Il force l'accent anglais, ça s'entend, sachant que Keanu Reeves est canadien, donc ça fait un mélange d'accent canadien, californien et anglais, donc ça va pas du tout. Il n'a aucun charisme. Bon, après, c'était le début de sa carrière. Hein. Il avait tourné avant Point Breaks, je crois. Il y a un autre film, je ne sais plus le nom, mais c'était tout jeune débutant à l'époque, Keanu Reeves. Enfin bon, donc voilà, ils ne sont pas du tout convaincants les acteurs, à part Anthony Hopkins, comme je vous dis, et puis le Gary Oldman, c'est tout. Hein. Et également, moi, ce que je reproche au film, c'est que le livre de Bram Stoker n'est pas assez exploité dans le film. Il a fait son propre interprétation. Coppola, c'est très bien, mais ça manque, il manque quelque chose. Il manque l'esprit du livre. Bon, après, c'est un pavé. Hein. C'est un pavé. Hein. Il a longtemps été considéré, hop, le même endroit, il a longtemps été considéré comme inadaptable, hein, ce bouquin. Donc pour tout ça, et aussi sur le fait que le film traîne beaucoup en longueur, je mettrai donc à Bram Stoker's Dracula la note de 6 sur 10. Alors, je vous recommande quand même de le voir, hein, car Bram Stoker's Dracula il reste un bon film qui a marqué le cinéma des années 90 et qui reste un bon Dracula. Un bon Dracula, franchement. Pour moi, c'est le meilleur Dracula de la fin la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a ceux de Christopher Lee qui sont très bons, 1931, et là, c'est un très bon Dracula, il ne faut pas le nier. Alors, à noter qu'il n'est pas facile de le trouver en DVD. J'ai perso passé de nombreuses années à le chercher pour enfin tomber dessus par hasard dans un Cultura, puisqu'ils avaient arrêté le film pour ses 20 ans. Et il n'est jamais bizarrement rediffusé à la télé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette critique, assez longue et assez difficile à faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau format. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, à vous abonner, à cliquer sur la notification. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.